Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si la philosophie est universelle, en compagnie de Marianne Chassor, Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon et Samuel Legendre. À la réalisation lilloise cette semaine, Nicolas Berger. À la lecture occidentale des textes Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son Tanguy Lecornu, Pierre Quintard et Jean Fromentin. À 10h51, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine Mosna-Savoie qui vous donnera à entendre ce que les philosophes pensent du droit. Imaginons qu'un philosophe africain publie un ouvrage de philosophie dans lequel il avoue son ignorance totale de la philosophie occidentale, mais se propose néanmoins de partir en quête de celle-ci, de la rechercher. Partant du postulat que la raison est ce qui caractérise l'humanité, il émettrait une hypothèse qu'il existe en Occident une pensée sur l'homme, la société, la nature, le cosmos, la sagesse, qui s'apparente à la philosophie. Ce travail, qui tenterait de dégager les principaux textes philosophiques occidentaux et d'en comprendre les conditions de possibilité, surprendrait le lecteur occidental, tant il doute que l'on puisse philosopher sans connaître la pensée telle qu'elle s'est développée en Occident. C'est-à-dire sans que l'on ait plus ou moins connaissance des textes de Platon, Descartes, Kant, Locke, Hobbes ou Hegel. Si l'hypothèse d'un tel philosophe africain est peu réaliste, il semble néanmoins qu'elle puisse être appliquée à l'inverse. En effet, combien de philosophes appréhendent la philosophie africaine comme un objet d'étude, comme un champ du savoir philosophique à méditer pour développer et perfectionner leur propre réflexion. Mais qu'est-ce qu'une philosophie qui se dit africaine ? Quelle est la signification de cette épithète africain ? Parle-t-on de philosophie africaine de la même façon que l'on parle de philosophie allemande, américaine ou grecque ? Ces questions sont celles que je poserai à mes invités cette semaine, puisque grâce aux 18e semaines européennes de la philosophie qui se tiennent à Lille jusqu'au 26 novembre, nous sommes venus installer nos micros au grand auditorium du Palais des Beaux-Arts pour donner la parole aux plus grands penseurs d'Afrique présents cette semaine. Ainsi demain, Souleymane Bachir Diagne et Jean-Louis Amsel débattront sur le post-colonialisme et viendront se demander si l'Afrique aurait bel et bien inventé les droits de l'homme. Mercredi, le philosophe Émile Quenne-Monnier s'interrogera sur le mode de rationalité à l'œuvre dans les maladies paranormales. Et jeudi, ce sont les écrivains et professeurs de littérature Henri Lopez et Romuald Foncois qui réfléchiront sur les liens littéraires entre négritude et métissage. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Souleymane Bachir Diagne, philosophe et professeur à l'Université de Columbia à New York, auteur de Comment philosopher en islam, paru aux éditions Philippe Ray, L'encre des savants, et également Réflexions sur la philosophie en Afrique, ainsi qu'un Bergson postcolonial, publié tout récemment aux éditions du CNRS. Bonjour à vous, Souleymane Bachir Diagne. Bonjour. Ubuntu is a traditional term. Ubuntu, c'est un mot traditionnel. Roughly translated, it means humanity. On peut traduire grossièrement par humanité. It means to be in touch with your Ça veut humanness dire d'être vraiment and to be in touch en with relation avec your sa propre conscience. humanité, avec sa conscience. Ubuntu is accompanied by a number of Ubuntu va avec idiomatic un expressions certain nombre d'expressions and idiomatiques, proverbs, des proverbes, like izandla ziyagezana, one hand washes the other. avec une main on nettoie l'autre. Inkosi ngabantu. The chief is a chief by means of people. Le chef devient chef par son peuple. Without people, he is not a chief. Sans son peuple, il n'est rien. Also, indoda ngamanye amadoda. A man is a man by means of other men. Un homme est un homme par les autres hommes. So there are many proverbs and Donc, dans expressions de nombreux which proverbes, reinforce the idea nombreuses that expressions I am renforcent because you l'idée are. que je suis parce que tu es. It's an attempt to bring back African Une value system tentative de faire revenir and le to système de valeurs africain reinvigorate et de the social body relancer and the political body le corps with social a et value system politique which avec un système de is valeurs not individualistic. qui ne soit pas individualiste.
Souleymane Bachir Diagne, avez-vous reconnu la voix que l'on vient d'entendre ? Écoutez, je m'attendais à entendre un musicien, puisqu'on a commencé par la musique sud-africaine, et donc je vois bien que c'est Johnny Clegg, dit le Zoulou blanc. Johnny Clegg, pour commencer une émission sur la philosophie africaine. Alors il n'est pas philosophe de son état, et pourtant on l'a entendu parler de ce qu'on pourrait sans doute nommer un concept Ubuntu. Alors quel est ce concept ? Absolument, et je crois qu'on ne pouvait pas mieux commencer que par cette interview de Johnny Clegg, parce que non seulement il parle d'un concept qui est un concept aujourd'hui extrêmement important, non seulement dans l'Afrique du Sud post-apartheid, où ce concept a eu des implications et des conséquences philosophiques importantes, mais dans la philosophie de manière générale, dans la réflexion sur ce qu'on appelle chez les juristes la justice transactionnelle. Alors, je reviens déjà à la manière dont Johnny Clegg présente ce concept. Il dit c'est un mot de la tradition bantoue. Ça, c'est intéressant, parce qu'il est présent dans la tradition bantoue. Ubuntu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce mot est construit sur la racine NTU, dont on sait, même quand on ne sait pas les langues bantoues, dont on sait que c'est la langue qui signifie humain. C'est le mot qui signifie humain. Donc le mot Muntu, c'est un humain, Bantu, c'est le pluriel, c'est les humains. Et donc Ubuntu, qui partage cette racine, Johnny Clegg l'approche par des proverbes. Ça aussi, c'est intéressant méthodologiquement. La meilleure manière d'indiquer le sens d'un concept, c'est de tourner autour, en quelque sorte, en citant un certain nombre de proverbes qui tous l'éclairent par des angles différents. Et au bout du compte, on comprend que ce mot, devenu un concept philosophique, est très important parce qu'il s'agit, comme il l'explique, à la fois d'être en relation avec sa propre humanité, mais de savoir que cette relation avec sa propre humanité passe par l'humanité de l'autre. Et donc, moi, j'aime traduire ce mot en disant « construisons ensemble notre humanité ». Vous construisez la mienne, je construis la vôtre, et nous nous mettons ensemble en chemin vers une humanité commune, vers un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ce concept est important, c'est qu'il est au cœur de ce qui a eu lieu de très important en Afrique du Sud post-apartheid, pour répondre à la question de savoir quel était l'avenir de ce pays qui venait de se libérer de l'oppression de l'apartheid, apartheid qui opprimait au bout du compte tout le monde, blanc comme noir. Tout le monde devait se libérer de ce système qui était un système oppressif pour tout le monde. Eh bien, Ubuntu a été la réponse en Afrique du Sud. Faisons mouvement ensemble vers notre humanité commune. Sachons nous pardonner, sachons nous réconcilier, mais tout cela sur la base de la vérité. Avouons-nous déjà, les uns les autres, ce que nous avons fait pendant ce régime d'apartheid, et à partir de cette vérité, allons vers la réconciliation, et non seulement la réconciliation et le pardon, mais vers ce qui sera l'avenir commun que nous allons avoir dans cette nation arc-en-ciel, comme on a appelé l'Afrique du Sud. Et Mandela a eu un rôle considérable, c'est lui qui a été l'inspirateur de cette commission et qui a mis en avant cette notion d'Ubuntu, de même que son complice Desmond Tutu, l'archevêque anglican. Et donc, cette nation a décidé de se construire sur cette notion d'Ubuntu, et on voit là, pour continuer le propos de Johnny Clegg, comment un mot inscrit dans une tradition culturelle devient un concept philosophique, non pas de cette tradition, mais un concept philosophique actif et que l'on active au présent pour ouvrir l'avenir. L'ironie de l'histoire de ce mot fait qu'aujourd'hui, si l'on recherche sur Internet ce que signifie Ubuntu, on tombe sur un système d'exploitation qui est constitué de logiciels libres, disponibles gratuitement, y compris pour les entreprises. Et il y a plus de 25 millions d'utilisateurs de différentes versions pour les ordinateurs. Je pointe cette ironie-là pour vous demander en retour, Souleymane Bachir Diagne, ce que ce concept a de philosophique, puisque vous avez dit qu'il était ancré dans certains proverbes, dans une manière de penser. Vous avez dit qu'il avait été utilisé notamment par Mandela, par Desmond Tutu. Est-ce que ce concept est dit philosophique parce qu'il aurait été également utilisé, défini, creusé par des philosophes africains ? Mais oui, c'est un concept qui est véritablement inscrit dans la tradition africaine. Et les proverbes cités par Johnny Clegg, c'est la raison pour laquelle je disais on ne pouvait pas mieux commencer cette conversation. Les proverbes qu'il cite montrent comment ce concept a pu être mis en œuvre, a pu être utilisé, et d'ailleurs montrent également comment
les proverbes sont porteurs de philosophie. Il faut savoir prendre au sérieux les proverbes. Ce n'est pas seulement la sagesse des nations, comme l'on dit. Il y a là toujours des occasions de réflexion et des occasions de dégager des concepts et de réfléchir sur ces concepts-là. Vous savez, la philosophie, pour reprendre la définition de Gilles Deleuze, ça consiste à créer des concepts. Et ce qui fait que ce concept d'Ubuntu est un concept philosophique, pour répondre à votre question, c'est précisément qu'il a été créé ou recréé par ces leaders de l'Afrique du Sud qui ont été Mandela et Desmond Tutu pour répondre à des problèmes particuliers qui se posaient. On rencontre un problème et on crée le concept qui permet de répondre à ce problème. Voilà une manière tout à fait deleuzienne de dire ce qu'il en est de l'activité philosophique. Et si on s'en tient à cette définition deleuzienne de l'activité philosophique, tomber sur un problème, rencontrer un problème et créer le concept qui y répond, on voit en quoi Ubuntu est un concept magnifique qui a déroulé des effets tout à fait importants dans l'Afrique du Sud de l'après-apartheid. C'est un concept qui fait pleurer un bébé dans la salle. Alors ça, j'en suis vraiment désolée. Oui, j'espérais que ce n'était pas moi qui... C'est peut-être justement le cri du cœur pour essayer de savoir, on va creuser encore plus, hein, le sujet de cette émission étant de savoir s'il y a une philosophie africaine, ou peut-être des philosophies africaines. Vous justifiez une utilisation philosophique de ce concept-là. Nous avons, en Occident, en France en tout cas, le réflexe, l'habitude ou l'exigence, pour parler de philosophie, de s'appuyer sur un corpus de textes écrits. C'est un problème que l'on rencontre assez rapidement lorsqu'on s'intéresse à la philosophie africaine, que vous abordez de front dans votre ouvrage, notamment L'encre des savants, publié aux éditions Présence africaine, à savoir l'oralité d'une certaine culture qui ne passe pas par l'écrit, qui dès lors ne peut pas proposer, presque comme preuve de sa légitimation philosophique, un corpus de textes écrits. Alors que répondez-vous à cela ? Mais oui, alors déjà je voudrais rappeler, vous avez tellement raison, que c'est un débat qui a eu lieu en Afrique entre philosophes africains. La thèse du philosophe béninois, mon ami Paulin Untonji, est bien connue. C'est quelqu'un qui a été un défenseur forcené de l'idée selon laquelle la philosophie ne pouvait exister que dans une tradition écrite. Le raisonnement qu'il a tenu pour faire cette déclaration était le suivant. Dans une culture de tradition orale, la mémoire est tellement préoccupée de retenir et de transmettre que cette exigence de rétention et de transmission ne laisse plus place à un esprit critique qui consisterait à se retourner sur soi, à s'interroger, à interroger la validité du propos que l'on tient, etc. Et donc, dit-il, l'oralité, par nature, est hostile à l'activité philosophique. À quoi on peut d'ailleurs trouver que Johnny Clegg vient de répondre, encore une fois, à l'extrait que vous avez donné. Si on dit que l'élément de l'oralité, ce sont ces proverbes qui se répètent. Si j'écris un texte, un petit article disant « La philosophie africaine de l'Ubuntu » et que je me contente de citer tous les proverbes relatifs à l'Ubuntu, etc. À ce moment-là, on se dit « Mais où est l'activité philosophique véritablement ? Où est la portée critique du concept ?» Et le fait qu'aujourd'hui, comme nous venons de le dire, ce concept ait été mobilisé pour répondre à la situation de l'Afrique du Sud post-apartheid, c'est ce qui fait de ces traditions et de cette oralité et de cette tradition orale de proverbes, véritablement lui donne contenu philosophique. Donc tout se passe comme si c'était de manière rétroactive que l'usage présent du concept d'Ubuntu animait en quelque sorte l'ensemble de proverbes tournant autour de cette notion comme étant une tradition et orale et philosophique. Ka daba da garabadina ko daba wulele sama garabadina ko ka bota duro garabadina ko ka basi garabadina ko ka beoma na bro ta ka fo franguru daga ninda franguru dongala nimbo franguru muruninda franguru numunga kala ka usa denga kemeri dan din da dan din dan dan din da dan din da dan din da dan din da no kera garabadina ko dumu muso lu garabadina ko odongo kama. Quand on vous parle d'une parole de face, on dit ces propos m'ont frappé. Une parole n'est jamais innocence. Il y a une partie de l'être qui l'émet qui vous pénètre, selon qu'elle est douce, qu'elle est innocente, qu'elle est pure ou alors qu'elle est frappante. La parole
sur un champ de bataille peut être quelque chose de frappant. Voyez, on s'oublie. Donc on dit que cette parole nous pénètre. Si elle nous pénètre, c'est à travers cette force que d'aucuns appellent force vitale. Voyez, c'est la force vitale. Et nous, Maliens, pas seulement Maliens, Africains de l'Ouest, sommes sensibles à cette parole de griot. Il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de rituel, il n'y a même pas de politique sans griot, sans homme de caste, sans leur parole. C'est cette parole qui vous conforte, cette parole qui vous pousse à agir, à vous surpasser, ou alors à vous retenir. Ce problème de l'oralité de la philosophie, Souleymane Bachir Diagne, on le trouve aussi à la naissance de la philosophie. Dans le texte du Phèdre, Platon lui-même s'insurge contre l'écrit qui, dit-il, va venir tuer la mémoire, la transmission orale et ce qui fait l'essence même de la philosophie. Absolument. Platon est du côté d'une parole vivante, une parole qui sait toujours répondre d'elle-même, qui sait se reprendre, qui sait entrer dans une palinodie. D'ailleurs, le Phèdre est un très bon exemple. Socrate commence par faire, à la manière du sophiste, un discours d'éloge de la relation sans amour, sans passion, etc. Et ensuite, il dit « Ah là 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 là, arrête-toi Phèdre, ne pars pas. Maintenant, je vais te dire véritablement ce qu'il aurait fallu dire. » Voilà une parole qui sait se reprendre vous faites bien d'évoquer Platon à propos de l'extrait magnifique que nous venons d'entendre. C'était Youssouf Tata Cissé qui parlait de l'importance de la parole du griot. Ah ben voilà. Que je vous laisse présenter. Et il s'y connaît. Youssouf Tata Cissé, évidemment, est un traditionniste, comme on dit, non pas un traditionnaliste, mais un traditionniste, un homme des traditions. C'est quelqu'un qui, en particulier, nous a fait connaître de l'intérieur, si je puis dire, la confrérie des chasseurs, qui est une confrérie importante en Afrique de l'Ouest, une sorte de confrérie initiatique qui a une sorte de philosophie de protection des faibles et qui existe dans toute l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest, il s'est repris à un moment donné, d'ailleurs dans l'extrait que vous avez cité, il dit nous autres Maliens, il dit nous autres Ouest-Africains, parce que effectivement, il y a une communauté culturelle profonde de l'Ouest africain, dont la matrice d'ailleurs est le royaume mandingue, le royaume du Mali, qui à un moment donné, dans sa plus grande extension, a embrassé quasiment la totalité de l'Ouest africain. Il y a donc une véritable unité culturelle là. Et il en parle à propos des castes. Vous savez, le système des castes dans l'Ouest africain est un système qui correspond aux différents métiers. Ceux qui travaillaient le fer étaient des forgerons, ceux qui travaillaient le bois, etc. Et dans le cas des griots, comme le poète et philosophe Senghor les appelle, ils sont les maîtres de la parole. C'est-à-dire que leur art, leur métier, c'est de faire en sorte que la parole reste toujours vivante. La parole est une force. Les mots ne sont pas neutres, on ne les arrange pas simplement mécaniquement. Ils ont une sorte de force organique, et il dit c'est une force. C'est l'idée selon laquelle d'ailleurs la parole peut blesser, mais blesser au sens physique, avoir des effets sur l'individu. La parole peut avoir également des effets bénéfiques. Elle peut calmer, elle peut transformer les choses, elle agit sur les choses. Et le griot est maître de cette parole. C'est la raison pour laquelle le griot est craint. Et il est recherché, sa parole bienfaisante est recherchée, mais sa parole agressive, on la craint. Le danger d'insister peut-être sur le caractère oral de la genèse philosophique de la philosophie africaine, ce serait de passer sous silence les textes qui ont été écrits, puisqu'il y en a, qui sont très peu connus en France. Vous avez proposé une préface très récemment à un ouvrage intitulé « La philosophie bantoue », qui est un ouvrage du père Placide Tempels. C'est aux éditions de Présence africaine toujours. Un ouvrage qu'on connaît très peu en France, qui pourtant a été déterminant dans la rédaction et le travail d'un corpus philosophique africain. Absolument. Ce texte qui a été publié à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été un texte fondateur. Parce qu'il est le texte de ce missionnaire belge, Placide Tempels, qui, pour avoir vécu pendant très longtemps parmi les peuples bantous de la région de ce qui était le Congo belge, qui est devenu le Zaïre et aujourd'hui le Congo démocratique, et il a fait un petit peu la démarche dont nous avons vu un échantillon en écoutant Johnny Clegg, c'est-à-dire qu'à partir des langues bantoues locales qu'il connaissait parfaitement, des proverbes, des manières de vivre, des manières de parler des populations parmi lesquelles il vivait pour les évangéliser, il a dégagé un certain nombre de principes philosophiques dont il estimait qu'ils étaient les principes sur lesquels reposait la culture bantoue en question. Et ce livre a été salué, il a eu un immense succès au moment où il est paru.
il faut se rappeler que non seulement des intellectuels africains comme Léopold Sédar Senghor ou Cheikh Anta Diop, mais aussi des intellectuels français comme Gaston Bachelard, le philosophe Gaston Bachelard, avaient salué ce livre, voyant en lui un livre fondateur parce qu'il associait justement le mot de philosophie à un peuple africain, à l'Afrique. Mais ce livre a fait également l'objet de controverses. Il a été très discuté dans Aimé le champ. Césaire, notamment, a Aimé complètement Césaire refusé ce livre-là. l'a abreuvé de sarcasme. Aimé Césaire. Il faut dire que dans la préface de ce livre, le père Tempels dit que son but en faisant connaître la philosophie profonde des Bantous, c'était également de pouvoir mieux les administrer et pouvoir poursuivre ainsi l'œuvre coloniale qui lui semblait être en danger parce qu'il estimait que les administrateurs ne prenaient pas le temps, justement, de connaître les populations qu'ils avaient à administrer. Et Césaire s'est arrêté à cette préface en disant, ben voilà ce que c'est. Et ce n'est pas un hasard si le texte dans lequel il abreuve cet ouvrage de ses sarcasmes, c'est le discours sur le colonialisme, sa grande dénonciation du colonialisme. Alors que son alter ego, son ami et complice en négritude, Léopold Sédar Senghor, lui, a été enthousiasmé par le contenu de la philosophie bantoue. Il a pu du coup en proposer une lecture, disons, assez précise, en prenant pour argent comptant, c'est-à-dire pour vraiment ce que c'était une forme d'effort, de formulation de concepts philosophiques, le texte de Tempels lui-même. Absolument. Et il est d'ailleurs intéressant de voir que ce qui intéresse Senghor dans le texte de Tempels, c'est la notion de force vitale. Le premier postulat de la philosophie bantoue pour le père Tempels, c'est l'idée selon laquelle être, c'est être une force. Tout est actif dans le monde. Il n'y a pas d'être inerte. Tous les êtres, tout ce qui existe, agit en quelque façon. Et c'est d'ailleurs à mettre en relation avec ce que nous venons de dire de la parole vivante, de la parole qui est vie, qui est activité, qui est force, évoquée par Youssouf Tata Cissé. Et c'est intéressant parce que vous voyez deux régions très éloignées l'une de l'autre de l'Afrique. Le monde bantou, qui va de l'Afrique centrale à l'Afrique australe, et le monde ouest-africain. Et pourtant, vous avez, en quelque sorte, malgré cet éloignement, vous rencontrez cette sorte de dénominateur commun de l'idée d'une réciprocité totale, d'une identification même entre être et force. Voilà, ça on va y revenir parce que la question est de savoir effectivement si derrière l'adjectif d'africain ou africaine, dans philosophie africaine, est-ce qu'on entend un tout unifié? Est-ce qu'il y a un sens à parler d'une philosophie africaine et auquel cas à quel sens géographique, territorial, culturel est-ce qu'elle renvoie? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas essayer plutôt de plaider en faveur de philosophies africaines au pluriel? Avant d'en venir là, on va entendre la voix de Léopold Senghor qui lui-même parle du père Placide Tempels, suivi d'un texte. Le texte s'appelle « Ce que l'homme noir apporte », interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin. Écoutez-les. Le père Placide Tempels, écrivant pour des Européens, était obligé d'employer un vocabulaire et des cadres qui permettent aux Européens de comprendre la pensée bantoue. Il y a certainement un côté spécifiquement négro-africain dans la philosophie bantoue. Seulement, il ne faut pas tomber dans l'excès contraire. Je vais vous donner un exemple, la linguistique. Il est évident que dans les langues négro-africaines, on rencontre les grandes catégories grammaticales des langues indo-européennes. Un nom, un verbe, des adjectifs, etc., etc. Et c'est quand on approfondit les problèmes, n'est-ce pas, que les différences commencent à apparaître. Seulement, quand nous faisons l'exposé d'une langue négro-africaine, nous sommes obligés d'employer la plupart des termes des grammaires européennes en inventant d'autres. C'est ainsi que j'ai inventé le mot expéditif pour un mode que je ne trouve pas dans les langues indo-européennes modernes. Ce qui surprend le lecteur européen qui ouvre ce livre du père Placide Tempels, c'est que vraiment la pensée pénètre tellement les images qu'on se demande si c'est une philosophie. Je pense que c'est une philosophie, mais que cela tient au mode d'expression du négro-africain, pour qui les mots conservent toujours leur double valeur, leur ambivalence. Les mots sont perçus comme si et comme sens. Cette force ordinatrice qui fait le style nègre et le rythme. C'est la chose la plus sensible et la moins matérielle. C'est l'élément vital par excellence.
Il est la condition première et le signe de l'art, comme la respiration de la vie. La respiration qui se précipite ou ralentit devient régulière ou spasmodique, suivant la tension de l'être, le degré et la qualité de l'émotion. Tel est le rythme primitivement, dans sa pureté. Tel il est dans les chefs-d'œuvre de l'art nègre, particulièrement de la sculpture. Il est fait d'un thème, forme sculpturale, qui s'oppose à un thème frère, comme l'inspiration à l'expiration, et qui se reprend. Ce n'est pas la symétrie qui engendre la monotonie, le rythme est vivant, il est libre. Car reprise n'est pas redite, ni répétition. Le thème est repris à une autre place, sur un autre plan, dans une autre combinaison, dans une variation. Et il donne une autre intonation, un autre timbre, un autre accent. Et l'effet d'ensemble en est intensifié non sans nuance. C'est ainsi que le rythme agit sur ce qu'il y a de moins intellectuel en nous, despotiquement, pour nous faire pénétrer dans la spiritualité de l'objet. Et cette attitude d'abandon qui est nôtre est elle-même rythmique. Bantu letu SABC ekhaya lethu lapha esavela khona bawuthina thina lapha esavela khona thina Spumalena waredu bantu letu sishe BANTU bantu RADIO radio Bantu letu usethekwini kanti nasekhulukhona sazisa bonsho. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Bantu Radio. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophie ou aux philosophies africaines que nous enregistrons à Lille dans le cadre du festival Cité Philo. Et pour cette première émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l'auteur notamment de L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique, paru aux éditions Présence africaine. Quand on écoute tour à tour Souleymane Bachir Diagne, la voix de Léopold Senghor, c'était en 1950. Le texte ensuite qu'il a écrit, c'était avant 1939, où il insiste sur cette force ordinatrice qui fait le style nègre et qui serait le rythme. Et ensuite cette chanson de Lady Smith, Black Mambazo, donc Bantu Radio. Le dénominateur commun de ces trois extraits, vous insistez beaucoup là-dessus dans votre ouvrage, c'est un certain rapport au langage, pas simplement à la manière de parler, mais à la façon qu'a le langage d'être ce qui est. C'est-à-dire d'une forme comme si on brisait la séparation entre les mots d'un côté et le monde de l'autre. Dire, parler, c'est déjà faire, c'est déjà être, ce qui du coup repose à nouveau frais la question de la teneur philosophique d'une tradition orale. Mais oui, parce que les langues elles-mêmes, d'une certaine façon, portent une philosophie. Quand Senghor parle de la différence qu'il y a entre les grammaires indo-européennes, comme il les appelle, et les grammaires qu'il faut encore constituer, qui sont toujours en voie de constitution, des langues africaines, il a bien le sentiment, puisqu'il est lui-même grammairien, il voit bien en quoi les catégories pour dire une langue, pour décrire une langue et pour décrire la manière dont cette langue rapporte l'humain, le locuteur, au monde. Cette langue est une vision, une manière également de lire et de voir le monde. Il a bien le sentiment de l'effet de résistance. Senghor parle de cela à une époque où, à la suite de Temples, quelques années plus tard, un autre philosophe du monde bantou, le philosophe Alexis Kagame, qui est rwandais, réfléchit justement dans la même direction à ce que peut signifier ce qu'on appellerait une grammaire philosophique, la philosophie que porte la grammaire des langues. Et il a une réflexion sur le fait que les catégories d'Aristote, les catégories métaphysiques d'Aristote, sont au fond des catégories de la grammaire grecque. Les diverses manières de dire l'être, ce qui est la définition de ce que c'est qu'être une catégorie, sont pour lui d'abord les diverses manières d'utiliser
le verbe être en grec. D'où cette idée que quand vous avez affaire à d'autres langues et à d'autres grammaires pour lesquelles vous êtes parfois, si vous vous exprimez dans les catégories habituelles des langues indo-européennes, pour lesquelles vous êtes parfois obligé de créer des catégories nouvelles, ainsi que le dit Senghor dans le texte que nous avons entendu, eh bien, à ce moment-là, pourquoi ne pas chercher les catégories de ces langues-là et voir de quelle métaphysique ces catégories elles-mêmes sont porteuses. Et c'est la raison pour laquelle le travail de Kagame a consisté à, pour ainsi dire, décalquer Aristote sur un autre plan en cherchant les catégories dont seraient porteuses les langues bantoues. Ce qui pose une autre question très intéressante, la question de la traduction. On ne veut pas tomber dans le relativisme qui consisterait à dire à chaque langue sa philosophie. À ce moment-là, on ne communiquerait plus d'une langue à une autre. Mais justement, la traduction devient une question tout à fait importante et intéressante parce que c'est dans la traduction qu'on mesure la résistance d'une autre langue, qu'on apprend quelque chose de ses propres manières de dire qui sont aussi des manières de voir le monde, et on a ce phénomène tout à fait intéressant que décrivait d'ailleurs le poète allemand Goethe lorsqu'il disait qu'on ne connaît rien à sa propre langue si on n'en parle pas une autre. Mais là, on est au cœur de la problématique de la philosophie africaine, puisque la question est de savoir si ce qui définit, ce qui permet de parler d'une philosophie africaine, c'est un certain rapport à la langue ou un certain rapport à la culture. S'il y a des intraduisibles, c'est donc bien que l'essence même d'une philosophie dite africaine serait quelque chose qui ne pourrait pas finalement être exprimable en d'autres termes que la langue qui est parlée par ceux qui proposent cette philosophie-là. Oui, mais de ce point de vue-là, Temples est un excellent contre-exemple. Voilà un traducteur, voilà un passeur. Et le philosophe, d'une certaine façon, se fait toujours passeur de ce qui est autrement intraduisible. La traduction est un miracle permanent. Une traduction, cela devrait être impossible, et pourtant, au bout du compte, cela marche. Je crois que c'est cet aspect-là et qui est extrêmement important et intéressant dans le phénomène de traduction. Et c'est ce que Senghor également dit lorsqu'il parle de la résistance des catégories, de la nécessité d'inventer des nouvelles catégories, de bousculer en quelque sorte les manières de dire d'une langue pour installer dans celle-ci les manières de dire d'une autre langue. Et au fond, voilà l'opération qu'effectue la traduction, et c'est la raison pour laquelle la philosophie de la traduction est une chose très importante, ce qui m'attache d'ailleurs beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure d'intraduisibles. Barbara Cassin, auteure bien connue du Dictionnaire des intraduisibles, m'a accueilli dans l'entreprise, et c'est à la fois depuis ma position de philosophe en général, allais-je dire, et de philosophe africain, que j'ai rejoint le projet qui est le sien. Alors pour prendre la mesure de ce problème de la traduction comme peut-être un obstacle qui nous empêcherait d'approcher, voire d'enseigner, c'est le cas en France, ce que la philosophie africaine, une phrase que vous citez dans votre ouvrage d'Alexis Kagame, il dit la fameuse formule « je pense donc je suis » n'aurait aucun sens en langue bantoue. C'est bien si on ne parle pas le même langage, est-ce qu'on peut du coup toujours prétendre philosopher de la même manière? C'est tout le caractère universel de la philosophie qui est remis en question. Mais absolument. On a tellement lu, je pense donc je suis, enfin quand quelqu'un connaît une seule proposition philosophique, c'est probablement celle-là, qu'on a l'impression que ça va complètement de soi. Et on ne se rend même plus compte que ce qui fait la possibilité de cette formule, c'est le fait de pouvoir prendre le verbe « être » au sens absolu. Dire « je suis », il y a des langues où ça n'a pas de sens. Il y a des langues où on demanderait « oui, mais je suis quoi ?» D'accord ? Et cet usage totalement intransitif du verbe « être » repose sur les possibilités grammaticales qui sont offertes par les langues où la copule « être » est utilisée de la manière dont elle est utilisée en français en particulier, dans les langues indo-européennes en général. Et donc, le phénomène de traduction dans une langue radicalement autre nous enseignera quelque chose du fait que dire « je suis », cela ne va pas de soi. Je ne suis pas d'accord avec Kagame sur un point, c'est qu'au bout du compte, une langue trouve toujours la ressource pour traduire. On peut le traduire même s'il s'agit d'une langue où la copule « être » n'a pas les mêmes fonctions ni les mêmes modalités que dans les langues indo-européennes, mais il a un point là, comme on dirait dans un anglicisme. Voilà, he's got a point. Laissons-le vous répondre rétroactivement, c'est en 1979, Alexis Kagame donc. Ici, vous distinguez le temps et le lieu. Chez nous aussi, il y a un niveau où on distingue le temps et le lieu. Mais plus profondément, ils sont un. Et ils ont la même appellation à un certain niveau, mais uniquement pour identifier le mouvement de l'existant.
vous dites Aho, là où, pour dire là où vous habitez, aussi bien pour le temps que pour le lieu, c'est le même mot. Tandis que chez les Européens, évidemment, il y a la philosophie de Bergson, d'autres qui ont découvert sur cette identité, cette coïncidence du temps et du mouvement. Mais antérieurement, ça n'avait pas été mis en évidence. Tandis que dans nos langues, c'était déjà formé par les ancêtres de cette manière. L'homme, en Afrique, c'est l'homme dans son immédiateté. L'homme, en tant qu'homme, s'oppose à la nature, et c'est ainsi qu'il devient homme. Mais en tant qu'il se distingue seulement de la nature, il n'en est qu'au premier stade, et est dominé par les passions. C'est un homme à l'état brut. Pour tout le temps pendant lequel il nous est donné d'observer l'homme africain, nous le voyons dans l'état de sauvagerie et de barbarie, et aujourd'hui encore, il est resté tel. Le nègre représente l'homme naturel dans toute sa barbarie et son absence de discipline. Pour le comprendre, nous devons abandonner toutes nos façons de voir européennes. Nous ne devons penser ni à un Dieu spirituel, ni à une loi morale. Nous devons faire abstraction de tout esprit de respect et de moralité, de tout ce qui s'appelle sentiment, si nous voulons saisir sa nature. Tout cela, en effet, manque à l'homme qui en est au stade de l'immédiateté. On ne peut rien trouver dans son caractère qui s'accorde à l'humain. Alors d'Alexis Kagame, nous sommes passés à Hegel, Souleymane Bachir Diagne. Creusons encore l'écart entre l'Occident et ce qu'un homme occidental, en l'occurrence Hegel, perçoit de ce que serait l'homme africain, le nègre, qui représente l'homme naturel dans toute sa barbarie et son absence de discipline. Finalement, Hegel ici se fait le porte-parole peut-être d'une forme du danger que peut conduire la distinction que fait lui-même Alexis Kagame entre une manière européenne de parler du temps et du lieu et une manière africaine de le faire. Ça conduit à une forme d'essentialisation. Exactement. Et d'ailleurs, ça m'a frappé en réécoutant cet enregistrement du fameux texte de Hegel où il parle de l'homme africain. Dans La raison dans l'histoire, il faut bien qu'il en dise quelques mots, mais c'est pour l'évacuer rapidement, pour s'occuper des choses sérieuses, c'est-à-dire de l'histoire universelle dont, évidemment, l'Afrique ne saurait faire partie, selon lui. Mais je réécoutais, je faisais attention à ce qu'il a dit sur la barbarie et l'absence de discipline. Et ce qui m'est venu à l'esprit, vous savez, puisque c'est l'actualité, c'est le propos de cet entraîneur de football sur l'Africain typique qui aurait pour lui la puissance et la force, mais pas l'intelligence et la discipline. Pas l'intelligence et la discipline. Ce serait intéressant de lui faire écouter cela. C'est Willy Sagnol, je crois. Mais oui, par charité, je ne voulais pas dire son nom. Et par ailleurs, je crois que ce que ces joueurs ont dit de lui, il faut que le préciser, ces joueurs ont dit de lui, ils le connaissent mieux que tout le monde, et ces joueurs l'ont dédouané de tout racisme, et il n'y a pas de raison de ne pas penser qu'ils ont raison. Ils connaissent après tout mieux leur homme. Mais simplement, ce que je voudrais souligner, c'est qu'instinctivement, il est retombé dans les mêmes vieilles lunes. Ce stéréotype de l'Africain puissant physiquement, mais qui n'aurait pas la discipline que donne simplement une organisation rationnelle, c'est une tarte à la crème qui figure dans la littérature et qui ressort comme cela, de manière spontanée, à un moment où il essaye de dire quelque chose, sa maladresse le fait tomber immédiatement dans ce stéréotype. Ça, c'est intéressant. Par ailleurs, et vous avez raison de faire le rapprochement entre les deux, Alexis Kagame peut donner des verges pour se faire battre, parce que le relativisme absolu comme ça, cette fragmentation du monde en des cultures qui seraient chacune enfermée dans son contexte propre, où les cultures seraient incapables de parler les unes avec les autres, chacune donnerait une sorte d'essence particulière, des types particuliers, et on fractionnerait ainsi l'humanité une en des humanités différentes. Quelque chose dans le propos de Kagame vient détruire son propre relativisme. Il a envisagé et évoqué, mais très rapidement en passant, l'exception que constitue Bergson. Il dit, voici
comment dans les langues et les cultures africaines on pense la relation entre le temps et le lieu. Voici comment autrement, radicalement autrement, on le pense dans l'Europe. Ah, il est vrai qu'il y a Bergson qui a essayé d'aller contre cette pente naturelle de l'européanité et des langues européennes. Mais justement, moi, ça m'intéresse que Bergson, de l'intérieur d'une culture dont Kagame dit qu'elle pense ainsi le temps et le lieu, ait décidé de penser autrement. Ça veut dire donc que les langues ne nous enferment pas. L'idée que les langues sont porteuses d'une philosophie ne signifie pas que les langues nous enferment dans des manières de penser. Nous pouvons toujours penser contre les manières de dire de la langue. Et c'est cela précisément la force du bergsonisme. Et quand Bergson dit que notre langue est constituée par notre approche purement analytique, intellectuelle du monde, et que lorsque nous voulons tenir le langage de l'intuition, précisément nous avons des problèmes parce que nous essayons de faire dire l'intuition à un outil qui, par définition, lui est absolument étranger. Mais, dit Bergson, il y a toujours des moyens de tordre la langue, en quelque sorte, de lui faire dire autre chose, de dépasser ses propres limitations par la métaphore, par ce que l'on pourrait appeler un usage poétique du langage. Et ça, c'est une leçon formidable et un contre-argument à présenter à Alexis Kagame. Il faut toujours refuser le relativisme et l'enfermement dans le particulier, le spécifique ou dans l'essence et donner leur chance aux devenirs historiques. Et une des formes de devenir historique, c'est la traduction, cette manière de naviguer entre des langues, entre des cultures. Et encore une fois, c'est la leçon de Goethe. Il faut parler plusieurs langues et ne pas être américain. Mais ça veut dire que pour proposer une philosophie qui serait africaine et qui ne s'enfermerait pas pour autant dans une forme d'essentialisme, à savoir l'Afrique c'est comme ça, un Africain c'est comme ça, avec une liste de caractéristiques, qui c'est vraiment l'essence de ce que serait que l'homme africain, le philosophe africain, il faudrait parvenir à inscrire cette pensée dans une forme de force vitale, dirait Temples, d'élan vital, dirait Bergson, ils sont quasiment contemporains d'ailleurs, qui ouvrirait vers une forme de futur, en fait. C'est ce que vous dites dans votre livre. J'ai l'impression que c'est ça qui vous semble le plus important, c'est l'inscription dans autre chose que l'immédiateté que pointe Hegel, précisément. Absolument, absolument. Et ça nous ramène d'ailleurs au début de notre conversation sur le fait que le concept d'Ubuntu, d'une certaine façon, n'existe qu'à partir du moment où il est mobilisé, réactivé et réinventé au présent et pour le futur. Autrement dit, il faut penser la philosophie dans le mouvement de confrontation avec des problèmes qui naissent et dans les réponses qu'on leur apporte. C'est donc dans le mouvement que cela se réalise et c'est ce qu'il faut reprocher à Kagame. L'essentialisme, c'est justement cela, de la pétrification et de la répétition à l'identique. L'idée qu'une culture se répète à l'identique et que l'idéal culturel, ce serait de résister des quatre fers au mouvement et au changement, ça, c'est la mort assurée. Revenir à ce postulat premier, que exister ou être, c'est être une force. C'est dire qu'on est en tant que l'on est en mouvement, en tant qu'on est en train de bouger. Et me vient à l'esprit un vers d'un poète philosophe que j'aime beaucoup, qui est l'Indien Mohammed Iqbal. Il donne l'exemple de la vague. Une vague n'existe que lorsqu'elle est en mouvement. Quand elle n'est plus en mouvement, par définition, elle n'existe plus. Elle est sculptée par son mouvement, entretenue par son mouvement, et l'immobilité pour une vague, c'est sa disparition et sa mort. Senghor est bergsonien. Iqbal, que je viens de citer, est bergsonien. Tous les deux ont construit leur pensée. L'un, Senghor, l'Africain, sénégalais, catholique et socialiste, et l'autre, l'Indien musulman, et tous les deux s'adressent à Bergson pour penser leur propre, j'allais dire identité, à la condition de dire identité en mouvement. Leur propre identification permanente à une ouverture qui signifie pour eux émancipation. C'est la raison pour laquelle vous m'avez fait l'amitié de citer mon ouvrage Bergson postcolonial. C'est pour cela que j'avais choisi ce titre. Bergson postcolonial, c'était « Que devient Bergson lorsqu'il est lu par ses auteurs, ses sujets coloniaux que sont Léopold Sédar Senghor et Mohammed Iqbal ?» Et donc, qu'il soit postcolonial, ça veut dire que sa pensée
et politiquement engagé dans le mouvement d'émancipation qui est au cœur de la philosophie de ces deux auteurs. Et alors, que pouvez-vous répondre à ceux qui vous objecteraient que présenter les choses ainsi, en appeler une philosophie qui soit ouverte, à un temps qui ne soit pas fermé, à une identité qui ne soit pas figée, ce serait une manière en fait de plaquer des catégories occidentales sur un discours qui ne l'est pas, comme si finalement pour proposer une philosophie africaine, eh bien vous-même vous enseignez aux États-Unis, vous avez été formé intellectuellement, si j'ose dire, en France, et du coup peut-être que c'est un regard déjà occidental en fait que vous jetez sur la philosophie dite africaine qui vous permet de l'analyser ainsi. Mais peut-on parler d'une philosophie qui serait africaine sans le regard de l'Occident? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a deux choses qu'il faut répondre à cela. Ne pas se laisser pétrifier par l'évitement permanent de l'usage de catégories occidentales. Je ne pense jamais comme ça. Je ne me demande jamais si en moi, c'est l'occidental qui parle, parce que l'Occident ne m'est pas une chose étrangère. L'Occident, je suis pétri d'occidentalité, si je puis dire. Et par ailleurs, je suis également pétri d'africanité à 100%. Je suis à 100% la multiplicité des personnages que je suis. Et c'est ça aussi, le mouvement. L'un des aspects du mouvement, c'est le pluralisme. Mais je reviens encore une fois à l'exemple du début. Véritablement, je suis ravi que nous ayons commencé notre conversation par ce que dit Johnny Clegg. Et encore une fois, voilà un Ubuntu qui n'est pas un Ubuntu essentialiste. Si j'ai une approche essentialiste de cela, je vais dire, voici dans la manière de penser des Bantous, et si d'ailleurs je suis un ethnologue d'il y a quelques décennies, je vais parler tranquillement de l'âme des Bantous. Une âme, n'est-ce pas, ça ne change pas, ça ne devrait pas changer. Eh bien, dans l'âme des Bantous est inscrite la notion d'Ubuntu qui signifie ceci ou cela. Alors que l'approche de la philosophie africaine à laquelle j'invite consiste à dire il n'y a pas un sens assigné du mot Ubuntu. On ne peut pas dire voici ce que signifie de manière éternelle et essentielle le concept d'Ubuntu. Ce qu'on peut faire, c'est avoir une attitude totalement pragmatique en disant Ubuntu signifie ceci, j'ai proposé la définition construire notre humanité ensemble, parce que voici comment il a été mis en mouvement dans l'Afrique du Sud actuelle. Que les concepts prennent sens dans leur mise en mouvement, je crois que c'est une manière aussi d'approcher la philosophie africaine. Il faut à tout prix éviter que sous l'expression philosophie africaine, on se mette à aller chercher une âme qui perdurerait sous les changements historiques. C'est au contraire une vérité qui n'existe que de se déployer dans le temps et de varier dans le temps. Un grand merci en tout cas à Souleymane Bachir Diagne d'être venu mettre notre pensée en mouvement aujourd'hui dans ce grand auditorium des Beaux-Arts de Lille. Merci à vous, public nombreux qui êtes restés. Je renvoie les auditeurs et le public à vos ouvrages. J'ai plaisir à les citer à nouveau. L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique, publié aux éditions Présence africaine. C'est une centaine de pages extrêmement claires pour quiconque s'intéresse ou veut s'intéresser à la philosophie en Afrique. Également la philosophie bantoue de Placide Temples. On en a dit deux mots aujourd'hui, c'est toujours aux éditions Présence africaine. Et puis aussi Philosophie africaine au pluriel par Séverine Kodjo-Granvaux, qu'on trouve toujours aux éditions Présence africaine, que vous avez préfacé Souleymane Bachir Diagne. Et puis on l'a cité aussi, le Bergson postcolonial aux éditions du CNRS. Un grand merci à vous. Merci.
botsotsi awusoyibhala lesoso awuyita botsotsi yesoweto awuyita botsotsi soyibhala lesoso awuyita botsotsi yesoweto awuyita botsotsi soyibhala lesoso awuyita botsotsi yesoweto awuyita botsotsi soyibhala lesoso awuyita botsotsi Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine qui cette semaine donne la parole aux philosophes qui pensent le droit. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et oui, l'autre grand thème de Cité Philo, c'est la philosophie du droit. Donc pour l'occasion, pour toute cette semaine, je suis allée à la rencontre de 4 intervenants qui m'ont parlé des liens entre droit et philosophie. Aujourd'hui, le philosophe Pierre Dardot, auteur avec Christian Laval de Commun, Essai sur la Révolution au XXIe siècle, paru cette année aux éditions La Découverte, qui nous montre que le droit développe une philosophie concrète, une philosophie qui s'interroge sur nos usages. Il y a eu une certaine tradition dans l'histoire de la philosophie qui a consisté à interroger les fondements du droit ou de manière générale la nature du droit avec des gens qui apportaient des réponses très différentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus intéressant, c'est de réfléchir au droit à partir de situations qui sont des situations de conflit entre des droits différents. Alors, ce qui se passe autour du barrage de Sivens en a une illustration, mais on pourrait en trouver d'autres exemples. Et il me paraît que justement, ce que la philosophie a de plus intéressant à dire à ce sujet, c'est que les conflits de droit peuvent être juridiquement productifs. Alors plutôt que de parler de nouveau du fondement du droit ou des fondements du droit, il me semble plus intéressant à chaque fois de ramener le droit à un contexte, c'est-à-dire de considérer le droit comme un terrain de conflit entre des normes juridiques concurrentes. Voilà, et ça permet d'éclairer beaucoup de choses sur la situation qui est celle du droit aujourd'hui. Ça permet de contextualiser le questionnement philosophique sur le droit, et ça permet par conséquent d'éviter certaines abstractions dans lesquelles la philosophie s'est un petit peu complue. Le droit est lui-même une grande abstraction. Donc toute la question est de savoir comment finalement les gens peuvent être amenés à faire des usages politiques ou sociaux très différents du droit lui-même, qui est une construction extrêmement abstraite. Et aujourd'hui, on en a des exemples à foison, puisque par exemple, c'est un sujet qui me tient à cœur, la question du droit d'usage se trouve aujourd'hui posée à nouveau frais, dans des termes qui sont relativement nouveaux, compte tenu de la situation qui est la nôtre à l'échelle nationale ou internationale. Et à ce moment-là, il faut repenser, par exemple, la notion d'usage. Parce que nous avons eu tendance à considérer que l'usage était une simple relation matérielle qui, finalement, avait pour sens de s'accomplir dans la consommation, c'est-à-dire dans la destruction complète. Donc il faut penser à rebours de l'usage-consommation lorsqu'on veut réfléchir justement au droit d'usage. Il faut penser à un usage qui serait plutôt une garde, une conservation et un entretien. Alors ça vaut bien sûr pour les enjeux écologiques, mais ça vaut à de multiples échelles et dans différents secteurs. Merci. Merci beaucoup Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux penseurs et philosophies d'Afrique. Demain, je recevrai à nouveau Souleymane Bachir Diagne, accompagné cette fois-ci de l'anthropologue Jean-Louis Hamsel, pour évoquer les postures postcoloniales face à l'universel, ainsi que la question des droits de l'homme en Afrique. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins, où vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.